Peut-être vais-je très rapidement présenter les personnes qui se trouvent autour de cette table ronde. Donc, il y a d'abord les personnes d'ADT Quart-Monde qui sont... alors, entre vous deux, je ne sais pas laquelle des deux s'appelle Micheline Adobati, Viviane Tirlicien. On a ensuite Henri Dubois, donc, qui est ce seront les premières personnes qui interviendront. Ensuite, c'est lui qui terminera donc la table ronde. C'est Denis Maners qui nous vient de Belgique. Ensuite, nous aurons Corinne Bordin qui vient de Châteauroux et Raphaël Héron qui est une socio-anthropologue. Et donc, la volonté c'est une sorte de panel autour de cette table ronde, présentant des points de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, ou en tout cas des angles qui vont être peut-être un peu innovants par rapport à ce qu'on entend toujours lorsqu'on parle ou qu'on associe très rapidement et toujours autour de la nutrition, alimentation et précarité. Voilà. Donc je vous donne la parole à vous trois que vous avez préparé. Oui. Bonjour, merci de nous avoir accueillis. Donc je vais parler de l'expérimentation Se nourrir lorsqu'on est pauvre, l'accès digne et durable à une alimentation de qualité, un vecteur de cohésion sociale et de citoyenneté. Étude qui a démarré en septembre 2016 à l'initiative conjointe de Pays Terre de Lorraine et d'ATD Quart-Monde. Donc je vais parler un petit peu de cette étude et de ses conséquences, mais Viviane et Micheline parleront plus précisément de ce qu'on appelle les laboratoires d'idées et les jardins partagés. Parce qu'elles sont expertes dans ces domaines, moi pas du tout. Moi pas du tout. Ah oui, mais c'est la réalité, quoi. Oui, d'accord, comme les artistes, ils se mettent, les chanteurs. Donc cette expérimentation s'inscrit dans le cadre d'un projet alimentaire territorial du sud de la Meurthe-et-Moselle qui se construit à plusieurs échelles, pays, métropoles, etc., pour produire des synergies. Cette expérimentation résulte de la rencontre de deux démarches, donc la volonté des élus du Pays Terre de Lorraine de poser dès le départ du plan alimentaire territorial la question de l'alimentation des plus démunis, et les résultats d'une étude ATD Quart-Monde sur l'analyse et le ressenti de personnes en situation de précarité sur le sujet de la nourriture, étude qui a été enrichie par une seconde étude plus récente et édifiante, Se nourrir dignement et durablement avec 57 € par mois. L'objet est d'expérimenter les préconisations de ces études avec les acteurs du Pays Terre de Lorraine. D'autre part, ATD Quart-Monde et son laboratoire d'idées a travaillé sur cette thématique et en est à l'origine. Le laboratoire d'idées, pour faire bref, c'est mettre la démocratie sanitaire au service des actions de santé, mais il en sera parlé plus précisément. Le fait d'être mal nourri, d'avoir peur de ne pas avoir à manger ni pour soi ni pour sa famille, de savoir ce que c'est que mal manger, fait comprendre l'importance de l'alimentation par rapport à la santé. Une citation, on a mal dans sa tête parce qu'on a faim. La santé, c'est bien l'alimentation saine et digne. En effet, la faim, la malnutrition sont plus souvent liées dans l'esprit collectif à la pauvreté monétaire. Pourtant, l'acte fondamental de se nourrir lorsqu'on est pauvre n'est pas seulement une histoire d'argent. Il en a déjà été parlé. C'est aussi une question qui met en œuvre toutes les dimensions de l'humanité, le rôle nourricier pour les siens, la fierté et la dignité de prendre soin de son entourage, le rôle social de l'individu dans un groupe, dans une culture, dans un calendrier, dans une religion, et enfin sa place dans la société, place de consommateur dans la société de consommation, citoyen dans une société qui réfléchit au monde, à son avenir, à son développement, pas toujours durable. Ainsi, la question de la nourriture, de l'accès à une nourriture digne et durable, a été au centre de la pensée des participants. L'inquiétante montée des chiffres de l'insécurité alimentaire donne une actualité particulière à notre sujet. En effet, si de nombreuses études sont réalisées et servent d'appui à des actions en faveur de l'alimentation des personnes les plus démunies, une voix est encore peu entendue, celle des personnes qui vivent ces situations. Là encore, une citation d'une militante de ATD Quart-Monde, Marie-France. « Pour faire un repas, il faut avoir du plaisir, donner du plaisir, avoir un rôle, avoir des gens pour qui faire le repas. L'exclusion met tous ces paramètres à mal. »
Donc, copilotage entre Pays de Terre de Lorraine et ATD Quart Monde, qui a permis la démarche à une pluralité d'acteurs du territoire. Un groupe expérimental s'est constitué avec ces différents acteurs volontaires pour l'appropriation, dès le départ, du projet, la définition de son orientation et sa déclinaison sur le territoire. L'objectif de cette recherche-action est de co-construire avec tous les acteurs, et notamment les personnes les plus vulnérables, un cadre favorisant l'établissement et le développement d'initiatives pour un système alimentaire garantissant un accès à l'alimentation digne, durable et de qualité pour tous. Une telle démarche permet de montrer que ce résultat est également vecteur d'inclusion sociale. Pour cela, 3 types d'axes principaux sont déployés autour de la démarche. La rédaction, il y a eu la rédaction et la validation d'une charte commune en septembre 2017 qui pose les principes fondamentaux de la démarche, qui a pour vocation d'être un outil pour interroger les pratiques, sensibiliser aux enjeux, repérer et promouvoir des actions alimentaires qui y répondent. Deuxièmement, constitution progressive d'un conseil multipartenarial, je l'avais évoqué. Et troisièmement, mise en place d'un laboratoire d'usage pour permettre la participation effective des personnes et des citoyens à la démarche dans une véritable dynamique de démocratie alimentaire. À partir de là, repérage, promotion et expérimentation d'actions répondant à ces principes. À la fois des actions qui répondent à l'urgence alimentaire et d'autres qui s'inscrivent dans un accès durable. Je citerai juste les éléments de la charte, après on reviendra plus tard s'il y a du temps. Ouais. Donc je cite les 4 éléments de la charte. Accès digne, un droit fondamental, la perte de la dignité, la honte, la perte de la fierté, représente l'un des principaux points évoqués par les personnes. Accès durable au sens de développement durable, économique, social et écologique. Alimentation de qualité, de toutes les qualités, et pour permettre l'inclusion sociale et citoyenne de tous. Voilà, dans l'immédiat, moi je m'en tiendrai à ça pour l'exposer, et je demanderai à Micheline et à Viviane de la suite. Donc je vais vous raconter la petite histoire du laboratoire d'idées. Le laboratoire d'idées, il fonctionne sur le thème de la protection de santé pour tous. C'est surtout de donner la parole aux plus pauvres et de leur permettre de formaliser leurs analyses, leurs constats et leurs propositions d'amélioration dans le domaine. Ce qui s'est passé pour l'alimentation, c'était un énième thème qui a été fait. Et là, au départ, on faisait les constats de l'alimentation qui n'étaient pas acceptables pour nous, puisque c'était pas de qualité. Et ce qu'on a fait après, c'est les analyses aussi. C'est surtout comment on se débrouillait au départ pour se manger. Donc il y avait l'aide alimentaire et un peu le système D. Et après, on a fait des propositions de là où est venue Terre de Lorraine. Et suite à tout ça, il y a eu un livre qui est sorti, Se nourrir lorsqu'on est pauvre, qui a fait un tabac quand même. Et ça nous a ouvert les yeux aussi, le laboratoire d'idées, parce que on se croyait nourri correctement, mais en fait, c'était pas... Bon, on le savait plus ou moins, mais à ce point-là, on n'aurait pas cru. Donc, de là a découlé Terre de Lorraine. Alors, je vais faire un peu court. Terre de Lorraine est arrivée sur le circuit parce que on ne voulait plus... Enfin, les personnes qui vivent la précarité... Moi, je vais vous montrer un petit dessin. Toutes les associations sont des gares. Les bénéficiaires sont des trains. Mais après, ils vont où? Il n'y a pas de rail, donc ils stagnent. Et donc, on a voulu mettre les rails. Et les rails, c'est la charte. La charte, vous pouvez la trouver sur Terre de Lorraine. Tout le monde peut la signer si vous êtes partie prenante. Suite à ça, il y a donc eu le laboratoire d'usage. On a fait des achats groupés. On a prouvé qu'on pouvait trouver des producteurs locaux qui nous fassent des produits de qualité. On veut plus
On ne veut pas que le producteur soit perdant, on veut que ce soit gagnant-gagnant. Donc le producteur est gagnant, les personnes dans la précarité sont gagnantes. Mais la charte dit bien une qualité, des produits pour tous et de qualité. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans des cases, les gens qui vivent la précarité. On veut être au même niveau que tout le monde. Donc c'est pour tous. On fait des achats groupés, tout le monde peut y participer. Premier achat groupé, on a quand même arrivé à toucher 150 personnes. 150 familles, pas personnes, familles. On est arrivé à vendre ce que, par exemple, en Bretagne, il y a le Cabas des Champs. On a vendu en une seule fois ce que eux vendent en une année. C'est-à-dire 1,4 tonne de pommes de terre, 800 kilos de carottes nantaises et 400 kilos de potimarron. C'est quand même appréciable. Donc on a fait plusieurs achats groupés. Après, on s'est dit, mais dans toutes les communes, il y a des terrains qui sont en friche. Pourquoi ne pas en faire des jardins nourriciers? Pas des jardins partagés. Je vais vous expliquer. Le jardin partagé, c'est tout le monde peut y aller. Tout le monde peut faire 1 heure de jardinage. Le jardin nourricier, c'est pour nourrir sa famille. C'est-à-dire qu'il appartient, il appartient entre parenthèses, à la personne qui l'entretient. C'est pour nourrir sa famille. Et on a 2 communes qui sont dit, mais oui, mais on en a, nous, des terrains qui sont pas cultivés. On va les mettre à disposition des personnes dans la précarité. Et là, ça démarre. Il y a des jardins qui sont déjà instaurés sur Toul. Il y a des jardins qui viennent d'être instaurés dans une autre commune qui s'appelle Fougue. Une autre commune qui s'appelle Neuf-Maisons, Pont-Saint-Vincent. Vous voyez, il y a des jardins qui sont inoccupés et qu'on peut donner aux personnes à limite d'une cotisation. Ça s'entend aussi. Mais les jardins nourriciers, c'est quelque chose d'important. Dans le temps, vous aviez des jardins ouvriers. C'était pour nourrir sa famille. À l'heure actuelle, il y a plein de terrains, il y a plein de vergers qui sont inoccupés, qui sont en friche. Pourquoi ne pas demander? Donc ce projet-là, on est acteur de cette démarche. Mais on est partie prenante, mais d'autres sont parties prenantes également. Et encore, on aimerait développer de tels projets et des collectivités de terrain disponibles qui pourraient être mis à disposition et porteurs de jardins nourriciers. On est également en accord avec l'AgroParisTech pour les jardins urbains, qui sont aussi des jardins pour les gens qui vivent la précarité. AgroParisTech est prenante avec nous. Je vous ai fait un petit condensé très court. Merci beaucoup pour cet exposé. Je vous remercie aussi d'avoir tenu parfaitement le temps, alors que vous étiez 3. Et d'avoir... J'ai été très sensible au fait que, j'espère que ce sera tout ce qui va se faire là, il y a une sorte de matérialisation, c'est-à-dire qu'on part. Et au-delà de la matérialisation, c'est quelque chose qu'on va garder sans doute comme un fil lecteur, encore un de plus, autour de cette table. C'est l'idée de territorialisation. C'est-à-dire que puisque finalement, si j'ai bien entendu, et après je donnerai la parole pour 1 ou 2 questions, ou les internautes, si j'ai bien entendu, là, il y a quand même des communes, il y a des territoires donnés, les producteurs que vous respectez, puisqu'ils doivent pas... On n'est pas dans une logique de don, on est dans une logique de gagnant-gagnant, vous l'avez dit. Donc ça c'est très intéressant de voir le glissement entre le don et le gagnant-gagnant. Mais le gagnant-gagnant se fait sur des producteurs, semble-t-il, qui ne sont pas forcément sur votre territoire, si j'ai bien entendu. Si, c'est sur le territoire de Lorraine. Ah bon, parce que j'avais cru qu'il y avait des Bretons. Oui, non, j'ai parlé des Bretons parce qu'ils se sont rendus compte que ce que nous, on avait vendu en une fois. Voilà, ça veut dire que quelque part, on est quand même sur l'idée de territoires qui peuvent, et de terres inoccupées qui peuvent être réemployées et réappropriées par des personnes qui,
d'un seul coup, vont sortir d'une mésestime d'eux-mêmes, si cette mésestime existe, parce que quelque part, on devient véritablement acteur. Moi, c'est ce que je retiendrai de ce premier tour de table. Peut-être des questions. Je voulais juste vous préciser que Terre de Lorraine a reçu le prix du ministère de l'Agriculture, le PAT. On est dans la territorialisation, le PAT, oui, le plan d'aménagement territorial. Ouais. Ouais. Non, pas de questions. Les internautes. Eh bien, on va poser la parole à Corinne Bourdin, qui va nous dire un petit peu ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait surtout à Châteauroux. Bonjour à tous. Donc du coup, mon propos va être vraiment en résonance avec ce que vient d'évoquer Jean-Pierre, que je remercie pour l'invitation, ainsi que l'équipe du Fonds français pour l'alimentation. Alors moi, je propose de me présenter en quelques mots, parce que le travail que je mène est aussi lié à ma personne et à ma façon de comprendre les choses. Puis de présenter mon lieu de travail, parce qu'effectivement, moi j'ai une mission de territoire, et enfin quelques expériences que je mène. Donc, moi mon nom est Corinne Bourdin-Lerpinière, Jean-Pierre a oublié une partie. Je suis la responsable des ateliers santé-ville et du contrat local de santé pour la ville de Châteauroux et son agglomération. Châteauroux, c'est à peu près 60, et son agglo, c'est 75 000 habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dispose de dispositifs de bus gratuits, mais ce qui va caractériser notre ville, c'est une densité de population qui est faible, avec un déclin démographique assez important, des revenus nets imposables qui sont les plus faibles de la région centre et qui sont aussi inférieurs au niveau national, un taux d'élèves boursiers très important. Et du coup, enfin, je ne vais pas vous citer tous les indicateurs, mais c'est pour dire qui rappelle que c'est un territoire précaire. Voilà. Moi, je travaille sur ce territoire depuis 10 ans. La durée a aussi son importance, car il faut que je lis. Moi, je lis les questions de maillage et de territoire, et du coup, ça se construit pas à pas. Hein, c'est ça. Le gros de mon travail, c'est soutenir des pratiques intersectorielles. Voilà. Je disais tout à l'heure que mon parcours a une incidence sur la façon dont je comprends les choses. C'est-à-dire, je viens de l'éducation spécialisée, j'ai travaillé en psychiatrie pour enfants. J'ai travaillé aussi dans le champ de la prévention spécialisée, donc dans les quartiers populaires. Et j'ai complété mon cursus et dans le champ des sciences sociales, mais aussi plutôt dans le champ psychanalytique, etc. Donc, du coup, ma compréhension des choses, elle est marquée par ce parcours. Je suis quelqu'un qui vient du terrain, je n'ai pas un parcours administratif. Voilà. Et je n'ai pas de formation spécifique à l'alimentation non plus. Hein, mais je vais fédérer des gens autour de ces questions d'alimentation, de santé et de territoire. Donc un atelier santé-ville et un contrat local de santé, qu'est-ce que c'est? C'est deux dispositifs contractuels de santé publique qui reposent sur une alliance donc, entre les services de l'État, la préfecture, l'agence régionale de santé et les collectivités. Donc au démarrage, pour les ateliers santé-ville par exemple, c'est la loi de lutte contre les exclusions de 98 avec cette idée de ramener la thématique santé dans les quartiers politiques de la ville. La façon de ramener la thématique santé, c'est de verser une subvention à la collectivité pour qu'elle mette en place une coordination. La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire de 2009 viendra ramener ça, mais au niveau d'un territoire plus important. C'est la mise en place des contrats locaux de santé, donc d'une alliance entre les agences régionales et les collectivités, mais avec un périmètre qui est plus large, qui est donc la ville et son agglomération. Alors, le fil conducteur commun à ces contrats, c'est donc la notion de territoire, de périmètre délimité, et un fil conducteur qui est la réduction des inégalités sociales de santé. Donc, moi, je mène des actions collectives en santé publique qui sont une santé pour tous, c'est-à-dire toutes mes actions sont liées à la question de la citoyenneté. Donc, je veux dire, ça exclut pas de catégorie de population, quoi. Ça focalise pas non plus sur des populations. C'est des actions de proximité que je soutiens, c'est-à-dire j'encourage les acteurs à aller vers
Et on met la collectivité au cœur du dispositif par son action de coordination. Donc. Et moi, je témoigne de ce travail par une organisation en comité de pilotage, comité technique, et ça donne donc une visibilité de ce travail aux décideurs locaux, mais aussi enfin, aux élus sur un territoire. Voilà. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est comment et quels moyens ont été mis en œuvre pour lier les questions d'alimentation et de santé. Et du coup, moi, j'entends aussi des questions qui sont liées à la précarité, mais aussi tout ce qui fragilise une personne. Ça peut être la maladie, enfin, l'exil, la migration, etc., quoi. Alors, quand on a démarré il y a une dizaine d'années, c'est comment je fais pour attirer avec moi des gens qui vont travailler sur ces questions. L'idée était de partir de quelque chose d'existant, comme la semaine du goût. Donc, je m'appuie sur un événement national, mais avec une déclinaison locale et avec la prise en compte des plus vulnérables à chaque fois. Donc, le point d'ancrage a été un quartier politique de la ville, mais ouvert à l'ensemble des citoyens, quoi. C'est pensé chaque fois dans l'idée de vivre des choses avec l'autre autour de l'alimentation et on va s'appuyer sur la question du partage, du plaisir et du faire ensemble. Les portes d'entrée, moi j'ai fédéré dans ce travail à peu près entre 27 et 30 entités distinctes. C'est-à-dire ces collectifs comprennent des écoles, qui sont dans des territoires défavorisés, enfin un ZEP, REP, etc. Des collèges, des lycées professionnels, mais aussi des lycées agricoles, le CFA, donc tout le champ scolaire, mission locale, etc. Donc c'est une prise en compte des plus petits jusqu'aux plus grands dans le champ scolaire, sur des établissements qui sont dans des quartiers prioritaires, mais aussi des établissements qui sont en centre-ville. Et on croise toutes ces populations. Pareil, les acteurs sont aussi bien la banque alimentaire, des associations d'aide alimentaire, mais aussi des pensions de famille, donc, qui renvoient à des secteurs plus spécialisés, que ce soit dans le cadre de l'insertion sociale, mais aussi du handicap psychique, etc. Et puis des potagers, les jardins familiaux. C'est-à-dire une très, très, très grande diversité d'acteurs. Ce qui veut dire qu'on va débattre ensemble, croiser nos regards. Hein. Il n'y a pas un mode de pensée, il y a plusieurs approches. Donc cette semaine du goût, au départ, on commence avec un stand, on invite les écoles à déguster, mais on arrive à des ciné-dégustations à hauteur d'une ville. On arrive à des journées à thème avec où on va déguster ensemble sur l'espace public, des cuisines ouvertes, que ce soit dans des pensions de famille, mais où on accueille aussi des retraités de la MGEN, etc. C'est-à-dire, tout est prétexte à vivre quelque chose autour de l'alimentation, à partager des savoir-faire, des questions, enfin voilà. De là est né un autre événement qui a été la fête du pain. J'ai continué à chercher un fil qui puisse fédérer et on a choisi le pain parce qu'il était commun à différentes cultures, quoi, et qu'on le trouvait ou qu'on trouvait un équivalent du pain dans toutes les cultures. Avec toujours pareil, une présentation, ce qu'on fait sur l'espace public. Le fait de répéter ces actions-là, ces fêtes en fait, qui reviennent tous les ans, eh bien, on en a profité pour construire des choses plus spécialisées. Donc avec des ateliers qui sont des dispositifs ouverts à tous, où c'est cuisiné simple et pas cher. On peut venir parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on est fauché, parce qu'on est jeune, qu'on est isolé, enfin, etc. Et là, on va côtoyer une diète et une conseillère en économie sociale et familiale. Et puis, on a monté aussi des clubs de dégustation, c'est-à-dire qu'on a abordé la question de l'alimentation par le boire. Chez nous, enfin, dans notre département, il y a un taux de mortalité très important lié à l'alcool. Pareil, il y a un taux d'hospitalisation en psychiatrie très important. La question du club, ce qui est intéressant, c'est qu'il est porté sur l'espace public, c'est-à-dire c'est un espace où on peut boire et se penser boire ensemble. C'est pas dans un lieu médicalisé, ce qui est très différent. Et en même temps, les gens qui portent ce dispositif, c'est à la fois des associations d'anciens buveurs, mais aussi une pension de famille, mais aussi une clinique psychiatrique et un centre social. À côté sont associés une médiathèque, des acteurs culturels, etc. C'est-à-dire on va se côtoyer, boire et se penser boire, indépendamment des milieux. Boire non alcoolisé, oui, pardon, c'est 3 boissons non alcoolisées. Voilà. Ouais, voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est comment on investit un espace public pour des choses qui ne se font pas. Et Chloé me dit qu'il faut arrêter. Bon, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on a mené, ce qui était important de mon point de vue, c'est que ça parte de la ville. Donc ça a permis, et c'est du fait que ce soit parti de la ville et d'une chargée de mission, ça a permis un métissage des publics, ça permet de croiser les regards, de soutenir la création et l'innovation, ce qui me paraît essentiel dans nos métiers, parce que ce qui revient souvent, c'est l'épuisement, la déprime face aux situations complexes et douloureuses, quoi. Voilà. Et l'utilisation de l'alimentation au service de la santé, bien que majoritairement consensuelle, a aussi sa dimension politique et de ces faits engendre aussi des tensions. Donc par exemple, la question du ramadan, enfin, etc. Il y a souvent aussi des empoignades autour de ces sujets. Voilà, par rapport aux représentations des uns et des autres. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en débattre. Voilà, merci. Je crois que... Merci. Alors, non, il marche, ça y est, c'est bon. Donc, merci Corinne, on est encore dans les temps. Moi, ce que je retiendrai enfin, la question que je poserai, ou le point sur lequel j'insisterai dans ton exposé, qui est en sous-texte un petit peu, c'est l'importance du ludique. Bon, du plaisir, tu l'as dit, et du ludique dans tout ce qui est... Alors, il y a deux choses. Bon, il se trouve que je suis partie prenante parce que dans un certain nombre de manifestations, j'étais aussi présent. Je pense que ce qui est intéressant comme politique d'action autour de l'alimentation, c'est qu'on rencontre le ludique, le plaisir et surtout la volonté j'allais dire d'un métissage, mais d'un brassage social, d'une rencontre sociale de catégories, de publics différents, dont tous ne sont pas dans une logique de précarité. Et que, justement, l'idée de tisser du lien social autour de l'alimentation, en rigolant, en faisant des choses, a des impacts absolument extraordinaires, y compris dans l'appropriation d'un certain nombre de messages de santé publique purs et durs concernant l'alcoolisation, concernant la nécessité de manger des légumes, etc. Hein, voilà. Donc ça, c'est la première. Moi, c'est ce que je soulignerai. Mais peut-être y a-t-il des questions dans la salle ou des questions chez les internautes. Les internautes ne frémissent pas. La salle non plus, pour le moment. Bon, on reviendra quand tout le tour de table sera fait. Il y aura des choses sur lesquelles nous reviendrons. J'avais 2-3 choses aussi, mais je le ferai à la fin plutôt. Donc, je donne la parole maintenant à Raphaël Héron. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors moi, la présentation que je vais vous faire, elle va effectuer un petit pas de côté géographique, puisqu'elle va aborder la question de l'alimentation en milieu précaire ou pas, en milieu urbain burkinabé, donc à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Alors, c'est pour ouvrir un petit peu le spectre de la thématique à un ailleurs géographique, mais tout en restant dans la droite ligne de la lignée de cette conférence, et au vu des interventions précédentes, je pense qu'on se situe exactement dans le même champ. L'idée générale, c'est de dire que l'alimentation, même des plus précaires, elle n'est pas, et peut-être qu'elle ne doit pas non plus être abordée que sous l'angle techniciste de la nutrition, et qu'il y a plein d'autres fonctions qui sont en jeu dans l'alimentation et sur lesquelles on peut jouer aussi. On a vu très bien les histoires de fonctions sociales, de fonctions identitaires et de fonctions hédoniques qui sont en jeu aussi dans l'alimentation. Moi, j'ai achevé ma thèse en fin 2016, donc sur la sécurisation et la satisfaction alimentaire en milieu urbain burkinabé, au sein de l'UMR Développement et Société, qui est une unité de recherche entre Paris 1, Panthéon-Sorbonne et l'IRD, et qui a été cofinancée par le groupe Nutri7. Le groupe Nutri7, c'est une entreprise qui a conçu et qui produit des aliments de lutte contre la malnutrition infantile dans le monde, et qui développe des solutions nutritionnelles pour plusieurs types de publics en promouvant l'idée d'autonomie nutritionnelle pour tous. Donc pour être transparente, je suis encore aujourd'hui à mi-temps chargée de mission auprès de cette entreprise, et j'essaye d'avoir à côté une activité scientifique également. Alors,
toujours dans le propos introductif, je voudrais faire une petite mise en garde à 2 associations qui pourraient être spontanément faites à ma présence ici en tant qu'anthropologue sur un terrain burkinabé. Donc voilà, c'est l'association Anthropologie Burkina Faso. Cette discipline scientifique n'est pas ou n'est plus depuis très longtemps spécifique à des terrains qu'on pourrait qualifier d'exotiques. On fait de l'anthropologie aussi en France. Mais moi, ma présence ici, c'était de vous faire une petite ouverture sur un ailleurs. Et l'autre mise en garde, c'est sur l'association qu'on pourrait faire entre Afrique et précarité alimentaire. Et tout l'objet de ma présentation va être aussi de dire que les réalités sociales et alimentaires complexes qu'on peut observer au Burkina ne peuvent pas réduire l'alimentation dans son ensemble au seul objet faim. Donc mon intervention, elle va se présenter en 4 temps, et j'essaierai d'être rapide. Le premier, ce sera de faire un petit état des lieux de l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde et à Ouagadougou, car il ne s'agit évidemment pas de dénier ce fait. Néanmoins, la nutrition ne peut pas être l'unique porte d'entrée de l'alimentation, comme c'est parfois le cas même dans ces milieux-là. Et pour illustrer ça, en deuxième temps, je vous présenterai le babenda, qui est un plat traditionnel modernisé du Burkina Faso, pour illustrer comment des dynamiques sociales, identitaires et hédoniques se jouent aussi dans l'alimentation, au-delà du manque. En troisième point, je vous présenterai un petit détour pour approfondir ce que ça peut être cette fonction identitaire. Donc, j'ai choisi d'approfondir ce point de la fonction identitaire, c'est un choix arbitraire, sur les représentations autour du moderne et du traditionnel en milieu urbain burkinabé, mais aussi parce que ça permet de déconstruire une autre idée reçue, qui pourrait être de dire que pour des populations urbaines, tout ce qui est considéré comme traditionnel est forcément considéré comme comme relatif à de la pauvreté et donc péjoratif. Et ça, c'est aussi à relativiser. Et donc tout ça, ça me permettra de conclure sur des exemples d'actions publiques intersectionnelles qui permettent de prendre en compte ces différents champs de l'alimentation et qui s'appuient sur ces dynamiques endogènes. Donc la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le monde, c'est un fait qui est encore très préoccupant. Je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Je me baserai sur le rapport 2018 de la FAO, du FIDA, de l'UNICEF et de l'OMS qui est paru tout récemment, il y a quelques mois. Le premier constat, c'est qu'on a une augmentation de la faim depuis 3 ans, où on est revenu aujourd'hui à un niveau d'il y a 10 ans, après plusieurs décennies d'amélioration. Donc, ce qu'on met derrière la faim, c'est quelque chose de très compliqué. On peut parler des différentes formes de malnutrition, aiguë sévère, aiguë modérée, chronique. On peut parler d'insécurité alimentaire, on peut parler de précarité alimentaire. Mais juste pour faire court, retenons quelques chiffres clés. Aujourd'hui, dans le monde, on a toujours 50 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'émaciation. Donc l'émaciation, c'est une des caractéristiques de la malnutrition aiguë, où on a un rapport poids sur taille qui est insuffisant. Et en parallèle, on a un adulte sur 8 et un enfant sur 20, toujours dans le monde, qui souffre d'obésité. Donc voilà un enjeu de la transition alimentaire au niveau international qui pose des questions de santé publique assez importantes. Si on se rapproche au niveau de Ouagadougou, donc les données sont un petit peu plus anciennes parce qu'elles n'ont pas encore été actualisées, mais on a des chiffres qui sont de l'ordre de 20% des moins de 5 ans qui présentent des carences alimentaires, 3 femmes sur 4 qui sont anémiées et 36% des femmes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc on pourrait débattre de la manière dont ces chiffres sont produits, de ce qu'ils veulent dire, etc. Toujours est-il que ça reste des taux alarmants. Cependant, à mon sens, et là c'est l'objet de mon propos, c'est dire qu'un regard misérabiliste sur ces chiffres ne suffit pas. C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Parce que le manque et la contrainte, ça n'épuise pas les représentations forgées par les mangeurs sur leurs alimentations, et elles ne permettent pas non plus de déterminer à eux seuls les pratiques alimentaires qui sont mises en œuvre par les populations dites précaires. Du coup, j'en passe à mon deuxième point. Je vais vous présenter le babenda, qui est un mets traditionnel modernisé, pour reprendre l'expression d'usage là-bas, qui permet de saisir cette multifonctionnalité de l'alimentation, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, qu'on soit précaire ou pas précaire, qu'on soit urbain ou qu'on soit rural. Donc le babenda, c'est un plat
spécifique de l'ethnie Mossi, qui est l'ethnie majoritaire au Burkina Faso et en particulier à Ouagadougou. C'est un plat qui est caractéristique d'une alimentation de soudure. Donc la soudure au Burkina et dans les pays sahéliens, c'est quand les réserves de l'année passée, les réserves céréalières de l'année passée sont presque épuisées, voire épuisées, que la saison des pluies a déjà commencé, mais donc que les récoltes de l'année en cours n'ont pas encore eu lieu. Donc il s'agit de faire avec une économie des céréales. Et le babenda, ce qu'il a d'intéressant, c'est que on cueille les feuilles de la nouvelle saison des pluies qui viennent d'arriver et on les mélange à une poignée de céréales au lieu de faire un gros plat de céréales pour pouvoir les économiser. Et donc ça donne le babenda. Donc ce plat, il est synonyme de contrainte, en milieu urbain encore plus. En tout cas pour les urbains, il représente ce que la ruralité représente de précarité, de soudure. Et donc ça incite une partie de ces urbains à s'en détacher, à ne plus vouloir le consommer, à ne plus vouloir le préparer, pour marquer un statut social différent. Mais en parallèle, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'en ce moment et depuis quelques années, le babenda, il est aussi réapproprié par certains urbains, sous des formes adaptées. Par exemple, on va plutôt utiliser du riz que du mil, on va rajouter des arachides, on va changer un petit peu les feuilles, mais il devient en quelque sorte l'emblème d'une alimentation traditionnelle qui est à valoriser, qu'on a envie de mettre en avant pour réaffirmer son identité, aussi parce que Ouagadougou, qui est une ville multiethnique avec des provenances pluriel en termes d'ethnie, de régions géographiques et des dates assez, en général assez courtes d'urbanisation, fait qu'on a parfois besoin de réaffirmer son identité par rapport à ceux des autres. Donc on voit que là, la fonction physiologique, la fonction identitaire, pardon, elle prend un petit peu le pas sur la fonction physiologique de ce plat traditionnel à l'origine. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler des conditions de réappropriation, Jean-Pierre, ou 2 minutes. Donc non, je n'en parlerai pas, on en reviendra si vous le voulez. On y reviendra, ouais. Donc, ce qu'on voit avec l'exemple de ce plat, c'est que du rejet à la réappropriation, il n'y a évidemment pas qu'une question de contrainte économique, il n'y a pas qu'une question de nutrition, il y a une question de posture, de paraître, de revendication même. Et en gros, l'idée, c'est de dire des choses sur qui l'on est au travers de ce que l'on mange, même quand on est pauvre, même quand on n'a pas forcément les moyens. Donc ça m'amène à mon 3e point, qui visait à approfondir un des éléments structurants de la fonction identitaire de l'alimentation urbaine burkinabé, qui est celui des représentations autour du moderne et du traditionnel, dans l'objectif de déconstruire cette idée que pour un urbain, ce qui est traditionnel égale pauvre, égale déprécié. Donc certes, il y a une distinction forte entre ruralité et urbanité, mais les représentations ne sont pas aussi ambivalentes. Et en gros, au Burkina, ce qu'on peut dire, c'est que ce que représente la ruralité, c'est parfois décrié, c'est parfois réfuté, mais c'est aussi parfois valorisé et magnifié. À l'inverse, ce qui représente l'urbanité, ça peut représenter l'ouverture, le changement, mais ça peut aussi représenter des déracinements et des pertes de valeur. Donc, en gros, ce qui est moderne, c'est ce qui est nouveau, sans datation précise, étranger, citadin ou industriel. Et ce qui est traditionnel relève du nez trouvé. Je pourrais aussi revenir plus tard dans la définition de ce que ça va dire nez trouvé et de comment on se positionne par rapport à ça. Et pour les urbains, entre les visions péjoratives et négatives sur ces éléments, il y a une ligne de fracture qui est perceptible selon que l'on questionne plutôt les pratiques sociales ou plutôt les aliments et les préparations alimentaires. Pour faire très schématique, tout ce qui va représenter les pratiques sociales du village, donc plutôt traditionnalistes et dépréciées, sont peu adaptées à la vie urbaine. J'en ai pour 2 minutes. Au contraire, les plats et les aliments du village, ils vont être valorisés pour les savoir-faire traditionnels qu'ils mettent en œuvre, parce qu'ils sont considérés comme simples et naturels, et aussi parce que par rapport à des préparatrices urbaines soupçonnées de mal faire parce que commerçantes et donc de chercher toujours le gain, ce qui vient du village est un petit peu plus considéré. Donc une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces lectures de l'alimentation ? Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant au Burkina, c'est de voir l'émergence d'un discours public laudatif sur cette alimentation locale, qu'elle soit médiatique, politique, un petit peu et institutionnelle, par rapport à un discours nutritionnel qui était beaucoup plus audible aujourd'hui,
parce que taux de malnutrition très important évidemment, mais du coup qui passait un petit peu sous silence tout ce que l'alimentation peut vouloir dire d'autre. Donc on voit en ce moment au Burkina des événements assez importants de promotion des mets ou des produits locaux. Par exemple l'ONG Oxfam qui organise des journées du koudou, où l'idée est de mettre en valeur ces plats tels que le babenda, mais il y en a plein d'autres qui sont plus locaux, plus traditionnels. Cette stratégie, à mon avis, elle est intéressante parce qu'elle est intersectorielle et qu'elle permet de lier des considérations nutritionnelles avec la qualité nutritionnelle des aliments. Le babenda, c'est clairement un aliment qui n'est pas trop gras, trop salé, trop sucré, qui propose des feuilles donc avec des micronutriments et des vitamines intéressantes. Ça joue aussi sur le levier du consommé local, et on en parlait tout à l'heure aussi, l'ancrage dans le territoire, un soutien au développement agroalimentaire local. Il permet de respecter des marqueurs identitaires et patrimoniaux qui sont dans un milieu urbain en très forte croissance, donc avec très changeant, et en même temps, parallèlement, mais en même temps, c'est ma dernière phrase, de promouvoir le partage de ces marqueurs entre les différentes catégories sociales, ethniques, urbaines, rurales, classes d'âge, de sexe et de revenus. Et donc de lier toutes ces considérations me semblait assez intéressant et à partager ici, même si effectivement il ne s'agit pas de l'alimentation en France, mais je pense que ça peut permettre de faire des ponts et de déplacer un petit peu la focale d'analyse. Merci. Et désolé du retard. Non, il n'y a pas de. On est commencé avec un quart d'heure de retard et on est dans les temps. Donc, il n'y a rien à dire. Moi, je retiendrai simplement, bon, il reste peut-être des questions, je retiens une idée qui me paraît peut-être intéressante dans il y en a beaucoup, mais dans la logique de la dynamique qu'on veut mettre en place à travers ces cycles de conférences et pour l'après, je dirais, et bien sûr, par rapport à toutes les associations qui peuvent militer ou agir sur les rapports alimentation au sens large et précarité. C'est, on l'a entendu, mais peut-être ça allait vite parce qu'il fallait aller vite, la différence qu'il y a entre le plat traditionnel, qui devient quelque chose qui finalement est valorisant, particulièrement dans la catégorie urbain-rural, qui est une catégorie qu'il faudra décliner. Le plat traditionnel, c'est bien. Le geste ou les comportements traditionnels, c'est mal. C'est-à-dire faire la différence entre un plat dont on peut imaginer que justement l'un des travaux du travail ou des travaux des associations et de tous les gens qui peuvent participer ou de toutes les synergies qu'on peut construire sur un territoire donné. Alors là, le territoire pouvant être plus large, parce que l'identité peut être extensible, c'est d'arriver à imaginer une offre qui, symboliquement, puisse être dans la praticité, je dirais, donner satisfaction aux personnes, quelle que soit leur posture ou leur position sociale. C'est une des choses qui est intéressante autour de justement ce plat totémique qui est en train de réapparaître et dont s'emparent, me semble-t-il, les politiques de santé publique. Donc ça, c'est une idée, c'est une matrice qui me paraît très fructueuse. Bon, on aura l'occasion de revenir sur d'autres choses, y compris comment faire avec des trajectoires justement de migration qui sont différentes, mais on le fera ça dans le débat général tout à l'heure. Il y a sans doute des questions des argonautes d'abord. Alors, peut-on faire un parallèle avec les légumineuses en France, plutôt décriées avant et qui reviennent peu à peu dans les régimes alimentaires ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un parallèle qui peut être fait, mais plutôt que sur les légumineuses comme catégorie générale d'aliments, je pense qu'il pourrait plutôt être fait sur d'autres types de plats qui étaient auparavant considérés comme uniquement ruraux. Il y a eu des travaux qui ont été faits par les socio-anthropologues de l'alimentation sur la potée, par exemple, sur par exemple le cassoulet, les soupes. Je pense qu'il faut plutôt le voir par rapport à des plats spécifiques, toujours en contextualisant sur d'où il vient, à qui il faisait référence au début, est-ce qu'il s'est diffusé à d'autres catégories sociales. Les légumineuses, à mon avis, ça me semble un petit peu trop large, mais ça peut être un des ingrédients qui rentre en compte. Ouais. Des questions dans la salle ? Oui, pardon. Non, peut-être un complément, enfin merci pour cette présentation qui est passionnante. Ce qui m'a intéressé aussi dedans, c'est
la référence au produisons burkinabé, consommons burkinabé, qui était le leitmotiv de Thomas Sankara, qui était un président des années 84 à 87. C'est lui qui a changé le nom du pays, Haute-Volta, en Burkina Faso. Et c'est vrai qu'il a marqué vraiment son pays en très peu d'années, d'une façon qui est assez étonnante. Je veux dire, il a réhabilité les anciens leaders comme Lumumba, Modibo Keïta, etc. Et dans son pays, ça a profondément marqué. Malgré les 17 ans de Blaise Compaoré, son ami qui l'a liquidé au passage. Et à l'époque, c'était en particulier, mais c'était vrai dans tous les domaines. L'idée, c'était, quand on disait produisons burkinabé, consommons burkinabé, c'était, au lieu d'envoyer les matières premières, comme on le fait, comme le demandaient les pays riches avant, hein, et après aussi, transformons-les sur place. Ça fait travailler notre main-d'œuvre, ça fait travailler le pays, et on valorise beaucoup mieux le produit qu'on exporte, bien sûr. Et à l'époque, c'était aussi dans le domaine des cotons, par exemple, puisque le Burkina, enfin comme le Mali d'ailleurs, produit beaucoup de coton. Et donc il y avait eu même, c'était allé jusqu'à une présentation de mode qui avait été faite avec une cinquantaine de tailleurs burkinabés qui avaient fait des costumes, et avec des personnes qui avaient présenté et tout. Ça, c'était à Bobo Dioulasso que ça s'était fait. Mais c'est dans la même veine, et je pense que c'est important parce que ça permet aussi de réveiller. Et alors, ça se rapproche un petit peu enfin, moi, je le rapproche un peu de ce dont on parle chez nous quand on dit production locale, consommation locale, les circuits courts. Alors, à des échelles plus petites que celles d'un pays comme le Burkina, mais je pense que ça peut aussi être un peu dans le même esprit. Donc là, je ne suis pas sur le fond et la qualité de l'alimentation, mais quand même, quelque part, c'est une référence à cette qualité. Si je peux rajouter un tout petit mot. Ouais, mais effectivement, ce nationalisme de Sankara, j'avais prévu d'en parler, mais je me suis dit qu'il fallait aller au plus rapide. Ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'il est dans presque tous les entretiens avec mes enquêtés, ça ressort à un moment le consommer local. Le nationalisme de Sankara, même si c'était sur une période très très courte, a effectivement marqué beaucoup les esprits. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que institutionnellement, par les politiques publiques, c'est pas repris en tant que tel. C'est pas un levier sur lequel ça joue, parce que le principal levier encore aujourd'hui, c'est la lutte contre la malnutrition avec les outils qu'on connaît de distribution alimentaire, d'aide alimentaire et de sensibilisation à la nutrition, qui passent du coup un petit peu à côté de ces éléments. Par contre, dans les médias, dans certaines ONG et de par le fait de certains agents spécifiques des ministères, mais pas en tant qu'institution, en tant que sensibilité propre, ce consommer local, il est de plus en plus audible. Et je pense qu'au niveau, c'est ça qui est aussi intéressant avec ce genre d'événements qui promeuvent ces produits locaux, c'est que du coup ça permet non pas de faire bouger les lignes du point de vue des consommateurs, enfin pas uniquement, mais aussi de tout l'environnement, de tout l'écosystème d'aide, et de dire à des institutions telles que l'UNICEF que bah oui, ce consommer local, il peut être important, et si on peut s'approvisionner un local, par exemple, pour produire des aliments de lutte contre la malnutrition, et bah, c'est aussi intéressant. Voilà, merci beaucoup. Ça fait presque une transition, puisque quelque part, vous allez sans doute nous parler de la nécessité de former, déjà de renforcer le maillon manquant peut-être entre le bénéficiaire ou la personne dans la précarité et les acteurs, enfin si j'ai bien compris ce que vous m'avez envoyé. Peut-être ai-je mal compris, en tout cas je vous donne la parole. Merci beaucoup. Voilà, donc je me présente, je suis Denis Manard, je suis acteur associatif belge de promotion de la santé. Et donc ici, je vais intervenir, et mon intervention va peut-être faire la synthèse sans trop de prétention avec des éléments qui sont dits ici autour de la table. Et donc ici, acteur de promotion de la santé, ça veut dire aussi défendre une approche de la santé qui se veut globale et multifactorielle, et donc qui envisage les responsabilités pour la préserver et l'améliorer de manière multiple.
Et donc, j'interviens aussi comme en tant que responsable associatif qui développe des outils pédagogiques et outils méthodologiques qui peuvent servir à des acteurs associatifs, mais aussi à des acteurs politiques, du monde médical, du monde de l'aide sociale, etc. Et donc, aujourd'hui, en tout cas dans nos pays, les populations, a priori, sont fortement sensibilisées à la question de l'alimentation et à son impact sur la santé. Mais malgré cet investissement des pouvoirs publics pour des actions de sensibilisation, on est forcé de constater, en tout cas, que les maladies et déséquilibres liés à l'alimentation ne diminuent pas. Et donc, ce sont surtout les personnes fragilisées ou qui vivent dans des conditions et qui ont des parcours de vie plus compliqués qui sont les plus touchées. Et donc, les inégalités en matière d'alimentation sont le fruit de nombreux facteurs qui nourrissent des iniquités en matière de santé, qui se traduisent, on l'a dit en introduction, par des années de vie et des années de vie en bonne santé, perdues ou gagnées. Et ces iniquités sont, en matière d'alimentation, sont le fruit de multiples facteurs qui sont enchevêtrés, entremêlés. Le niveau d'instruction, le budget disponible, le lieu habité, l'étendue du réseau social, l'accès aux équipements, le niveau de perméabilité face au modèle de la société de consommation. Tous ces facteurs déterminent en fait la capacité des choix de l'individu en matière d'alimentation, notamment par rapport à sa santé. Mais toutefois, quand on associe alimentation et santé, dans le cadre d'une intervention ou d'une politique de santé publique, c'est encore bien souvent, mais pas toujours, on l'a vu ici, la dimension nutritionnelle et physiologique qui émerge. Elle vise fréquemment et en premier lieu un changement de comportement individuel. Il faut s'attaquer aux mauvaises habitudes, soit en éduquant à coups de campagne grand public ou de coaching diététique bien ciblé, éduquer à la maîtrise de soi, faire rayonner une rationalité vertueuse dont la volonté est la clé de voûte, soit tendance de plus en plus actuelle en utilisant des stratagèmes cognitifs pour faire en sorte que l'individu suive la norme de manière automatique. Ici, je fais référence à la théorie du nudge, on pourra en parler plus tard. Encore dernièrement, en assistant à une réunion associative sur le sujet, j'entendais défendre la nécessité de développer les saines attitudes dans les quartiers fragilisés à travers une forme de prédication de la bonne parole alimentaire. Mais est-ce vraiment efficace? Est-ce que la stratégie axée majoritairement sur les comportements est juste et éthique? Produit-elle de l'inclusion et de la qualité de vie, notamment auprès des personnes vivant dans des situations contraignantes? Eh bien, les pratiques alimentaires sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent et prennent place dans une constellation d'éléments qui influencent l'alimentation et dont il faut avoir conscience. En 2014, notre association a dès lors décidé de créer et d'éditer un outil pédagogique permettant de questionner et d'enrichir les représentations sociales, non seulement de l'alimentation, mais surtout aussi et surtout les représentations d'une action pour promouvoir une alimentation de qualité. Et nous avons conçu donc une affiche et des cartes illustrées qui composent un kit pédagogique type image expression, évoquant à travers des dessins les multiples dimensions de l'alimentation et à partir de l'analyse d'échanges qu'on a fait avec des professionnels et aussi des groupes d'habitants. Voilà, nous avons relevé 5 dimensions qui ont été illustrées sur cette affiche. L'alimentation en tant qu'acte vital est nécessaire au fonctionnement corporel, ben c'est la dimension physiologique liée aux normes de santé, la pyramide alimentaire par exemple. Deuxième dimension, l'alimentation en tant qu'acte sensoriel, affectif et social, c'est la dimension liée aux interactions sociales, l'alimentation comme outil de transmission, mais aussi la notion de plaisir, qu'il soit gustatif ou le plaisir de partager un repas. La troisième dimension, l'acte, on l'a évoqué également, en tant qu'acte culturel, d'affirmation d'une appartenance en rapport avec des traditions, des convictions éthiques, des modèles de consommation. C'est l'alimentation influencée par le contexte socioculturel. Quatrième dimension, l'alimentation en tant qu'acte lié à des conditions économiques et matérielles. Le budget à disposition, les conditions de stockage, le matériel de cuisine, les magasins à proximité, mais aussi les politiques en matière agroalimentaire.
Et dernière dimension, l'alimentation en tant qu'acte lié à une forme d'organisation du quotidien, le rythme de vie, la structure de la famille, l'équilibre qui se joue entre vie active et vie privée. Et ces dimensions constituent autant de facteurs sur lesquels agir ou qu'il faut prendre conscience, en considération quand on peut promouvoir une alimentation, quand on veut promouvoir. Et donc l'outil qu'on a créé sert en amont d'une action à identifier les axes d'investissement, voilà, mais aussi de percevoir quand on a investi un domaine, voir comment les autres axes et les autres dimensions déterminent l'axe privilégié. Et dernièrement, en aval, l'outil peut également aussi servir d'outil d'évaluation. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc notre travail repose en partie sur une sensibilisation, que ce soit des professionnels, mais aussi des politiques et institutions dans une autre mesure, à une approche compréhensive et systémique de l'action. Donc on soutient en fait des actions contextualisées qui tiennent suffisamment compte des préoccupations réelles des personnes, des actions adaptées au niveau de compréhension et à l'univers culturel des personnes pour réduire en fait une distance qui peut exister, des actions qui dosent les responsabilités entre l'individu et le collectif afin de sortir d'une logique où l'état de santé est déterminé par des comportements uniquement individuels. Et des actions qui se démarquent d'une logique prescriptive qui peut créer un sentiment d'impuissance face à des normes comportementales diffusées. Entendons-nous bien, ici, nous ne remettons pas en question l'approche strictement d'information ou la transmission de connaissances qui s'avère indispensable pour alimenter des choix éclairés, mais c'est l'approche plutôt strictement comportementale que nous jugeons contre-productive. Alors, quel levier d'action ? Et nous, on s'inscrit dans une dynamique d'éducation populaire, on l'appelle l'éducation permanente en Belgique, mais en France c'est plus connu sur le vocable d'éducation populaire. Et c'est un dispositif éducatif collectif ouvert, partant des ressources, des préoccupations, des représentations des personnes. Et à partir de là se dessine une série d'activités mettant les membres d'un groupe en situation d'expérimenter, de porter un regard sur la société, ses mutations, ses exigences. Et donc des ateliers peuvent être créés, organisés dans différents contextes. Cours d'alphabétisation, français langue étrangère, insertion professionnelle, organisation de jeunesse, épicerie sociale. Et ça peut prendre différentes formes. On en a parlé, des ateliers cuisine, mais qui mènent peut-être parfois une réflexion sur l'approvisionnement des denrées. Ça peut être la visite d'un supermarché pour déconstruire les stratégies marketing mises en place par la grande distribution. Ça peut être la création d'un outil d'information sur l'offre alimentaire d'un quartier. Ça peut être aussi adapter un support d'information sur l'alimentation biologique pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et donc ces actions ont vocation à renforcer des compétences sans éluder les contextes de l'exercice de ces compétences. Type de compétences, la résistance à la pression sociale, le développement de l'esprit critique, la mise en œuvre de capacités de recherche et d'évaluation de l'information. Elles nourrissent pour les personnes impliquées un lien avec les autres et la société et consolident le pouvoir d'analyser, de dire et d'agir. C'est donc aussi une dimension, et j'insiste, une éducation à dimension politique. Et donc dans son déploiement maximal, dans une forme d'idéal qu'on soutient, et dans une démarche plus de long terme, longitudinale, c'est produire du plaidoyer et du changement sur des déterminants collectifs. Le plaidoyer vise ici une acceptation sociale, des soutiens institutionnels et des engagements politiques. Et dans une dynamique communautaire comme on la soutient, il s'élabore à partir d'un collectif de citoyens afin de modifier les causes de situations défavorables qu'ils vivent ou observent. Mais cet engagement citoyen, qui est souvent accompagné par des facilitateurs, facilitatrices, doit surtout, s'il est porté par des personnes vivant dans des contraintes sociales, culturelles, matérielles, ne doit pas oblitérer les urgences liées aux réalités du quotidien de ces personnes. D'où la nécessité de relier l'action éducative avec aussi un dispositif d'aide et de protection sociale.
Et je vais terminer en soulignant peut-être 3 axes de plaidoyer qui nous semblent complémentaires et qui me paraissent fondamentaux à l'heure actuelle et qui doivent être menés avec des citoyens. Il faut faire bouger les lignes en matière d'inégalité sociale de santé alimentaire à 3 niveaux. En matière d'influence des lobbies industriels, il ne faut pas nier en fait, le fait que les dérèglements associés à l'alimentation sont fortement en corrélation avec la puissance de l'industrie qui déploie à la fois ses forces pour influencer les décisions politiques en sa faveur, voire le Nutri-Score et son caractère actuel qui est non obligatoire, et pour promouvoir des modèles alimentaires guidés par des objectifs de profit, faisant fi la plupart du temps de l'intérêt général et des objectifs de santé. Deuxième paquet de lignes à faire bouger, c'est en matière de qualité de l'offre alimentaire, à disposition notamment au sein de divers milieux de vie. Privilégier les circuits courts d'approvisionnement, encourager une territorialisation d'une offre alimentaire durable, diversifiée, la moins industriellement transformée, accessible financièrement, par exemple via des coupons, mais il y a peut-être d'autres idées, et culturellement accepté, donc en s'appuyant sur les relais associatifs. Et cette alimentation de qualité doit être en tout cas promue dans les cantines scolaires, au travail, dans les institutions publiques, dans l'aide alimentaire. Dernière ligne à faire bouger, c'est en matière d'inégalité sociale socio-économique de manière générale. Il ne faut jamais oublier que l'alimentation est la variable d'ajustement dans le budget d'un ménage. Et donc si on se bat plus globalement pour de meilleurs revenus, pour des logements décents, avec des loyers abordables dans des environnements agréables et sains, si on se bat pour de meilleures conditions de travail, cela aura une influence décisive, même si indirecte, en matière d'alimentation. Et enfin, je terminerai en valorisant les atouts de la question de l'alimentation, on l'a dit aussi précédemment, pour promouvoir la santé de manière générale, dans le sens où l'alimentation est propre à chacune et à chacun, et l'acte de manger commun à toutes et tous. Et réfléchir à ce territoire partagé qu'est notre alimentation, à ce qui l'influence, permet de poser une réflexion plus large sur ce qui détermine notre qualité de vie, notre santé. De la cause la plus proche, celle de nos comportements, jusqu'aux causes fondamentales, c'est de notre modèle de société, et sans dissocier l'un de l'autre. Voilà. Je vais garder le même micro. Y a-t-il déjà des questions dans la salle tout de suite ou des internautes qui frémissent? Non? Alors, il y a une question de Mathieu dans la salle, oui. Merci. Donc moi, je m'appelle Mathieu Delabarre, je suis sociologue plutôt spécialisé sur l'alimentation. Et en fait, j'avais une question pour Micheline et Viviane, mais qui peut-être pourrait être pris au rebond par les autres intervenants s'ils souhaitent y répondre. En fait, ma question, si j'ai bien compris, du coup, il y a eu des groupes qui ont été mis en place de réflexion qui aboutit au projet que vous avez souhaité mettre en place. Et en fait, je voulais savoir concrètement si vous aviez eu dans ces groupes des difficultés par rapport à la prise de parole, par rapport au fait d'imposer votre point de vue. Enfin voilà, est-ce qu'il y avait par exemple des points de vue différents dans les groupes et comment ça se construisait par rapport à une solution, etc. Et donc voilà, je pense que vous êtes les mieux placés pour en parler parce que vous l'avez vécu, mais peut-être que les autres aussi ont eu des expériences comme ça à divers degrés. Et donc voilà, cette question de la participation, de la prise de parole. Des problèmes de parole, toutes les deux, on n'en a pas. Henri peut le certifier. Non, il n'y a pas... Bon, des divergences, si... Même entre nous militants, il y a eu des divergences parce que justement personne ne mangeait la même chose ou ne vivait la même chose. Mais le fait de prendre la parole dans notre groupe et justement pour aller à Terre de Lorraine, non, parce qu'on est décidé à aboutir à ce qu'on veut surtout. Et on sait ce qu'on veut. Donc je pense qu'on est assez persuasif parce qu'on est déjà persuadé.
Alors, au niveau d'ATD, on travaille toujours avec des experts du vécu. Et les experts du vécu, c'est des gens qui ont vécu ou qui vivent la précarité. On ne fait rien sans eux. Enfin, sans eux et sans nous, bien sûr, mais on est toujours accompagné d'alliés. Donc, on a des points de vue différents parce qu'on a travaillé avec des CCAS, on a travaillé avec des mairies, on a travaillé avec des associations. Et on s'est aperçu que les points de vue étaient différents. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une coformation. Une coformation, c'est-à-dire entre les CCAS, les bénévoles d'associations, les mairies, les experts du vécu. Tout le monde a travaillé ensemble pour justement arriver à un point d'égalité. On était tellement persuadés pour l'alimentation qu'on arrivait quand même à persuader un député pour arriver à Terre de Lorraine. Oui. Oui. Il y a encore d'autres questions. Il y a une question pour le dernier intervenant là, de la table ronde sur les nudges. Vous aviez dit que vous reviendriez dessus et du coup, pouvez-vous revenir sur les nudges? Je suis coincé. Si vous avez des exemples. Donc un nudge est un dispositif graphique, sémantique, numérique qui influence notre comportement de manière non contrainte. Donc il y a le célèbre exemple de la mouche collée au fond des urinoirs pour bien viser, pour les hommes. Oui. Mais une autre forme de nudge, par exemple, le Nutri-Score peut rentrer dans cette catégorie, puisque grâce aux différentes couleurs, on invite à ce qu'un comportement soit automatiquement ancré chez les personnes. Et donc, le nudge est assez promu pour l'instant parce qu'il coûte très peu aux contribuables et qui, dans un idéal de paternalisme libéral, inviterait les gens à épouser les bons comportements de manière totalement spontanée. Et donc, pour ce qui concerne, par exemple, le Nutri-Score, je vais nuancer un peu, je n'ai pas une vision radicale sur cette question-là. Donc le Nutri-Score, je crois que c'est un bon moyen pour mettre pression sur l'industrie pour modifier la qualité de ses aliments. Deuxième point positif, c'est qu'il permet de s'intéresser à la qualité nutritionnelle des produits et qui va en tout cas fournir une clé de clarification sur certaines informations, et pour ça en tout cas je promeus le système. Dans un aspect plus négatif, il faut réfléchir en termes d'impact sur des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de changer les comportements. Est-ce que ça ne va pas être un dispositif qui va les marginaliser un peu plus? Et donc, il faut envisager le Nutri-Score comme quelque chose qui s'inscrit dans une stratégie plus globale qui fait intervenir les notions, par exemple, de coût, qui fait aussi intervenir des notions un peu plus éducatives et de donner du sens aux normes. Et donc, voilà, je crois que le Nutri-Score peut être un élément parmi d'autres choses, et peut-être les autres déterminants sont plus fondamentaux que ce dispositif-là. Je voudrais juste vous répondre à votre question. Les gens qui vivent la précarité préfèrent la quantité à la qualité. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est surtout la quantité pour nourrir la famille. Un mois complet. Donc, on délaisse les produits de qualité pour la quantité. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est bien. Je ne contredis pas ce que vous dites. Mais à l'heure actuelle, pour les gens qui vivent la précarité, c'est la quantité. Bon, si on a du temps,
on reviendra sur Nutri-Score. J'ai une position beaucoup plus réservée que vous, qui est connue, hein, qui est publique depuis que Nutri-Score se profilait. J'ai toujours dit ma réserve de sociologue de terrain par rapport à Nutri-Score. Si on dit que Nutri-Score permet de lutter contre l'obésité, c'est complètement pipeau, c'est pas vrai. On va pas recommencer des vieilles polémiques, donc on pourra revenir si on a du temps. Moi, ce qui m'intéresserait, d'abord, peut-être les intervenants entre eux, y compris bien sûr Laurence du Banque Alimentaire, vous avez des questions à poser aux autres intervenants. Et juste avant que ce processus de questionnement entre vous se mette en place, moi je voudrais, parce que c'est un petit peu une chose que... alors, ça me tourmente plus que Nutri-Score, c'est de mettre au centre des actions sociales l'appropriation du temps. Parce que finalement, on n'en a pas parlé. Et quand je fais des terrains, quand vous faites sans doute des terrains avec la précarité, le problème des familles monoparentales, le problème des gens qui sont dans la précarité, qui doivent toujours courir, qui sont dans les transports, dans le truc comme ça, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que finalement, le succès de tout ce qui peut tourner autour des ateliers cuisine ou des trucs comme ça, c'est parce qu'à un moment, on arrive à ce qu'une minorité de personnes, il ne faut pas se cacher les yeux, se pose et se sédentarise, c'est-à-dire prend le temps. Donc la logique, c'est bien. Le vrai problème, c'est comment arriver à sédentariser des gens pour qu'ils prennent du temps. Quand à Châteauroux, des gens viennent au club de dégustation, ils prennent le temps, c'est dans les agendas, etc. Et il y en a certains qui peuvent plus facilement que les autres prendre du temps. Et qu'il faudrait se débarrasser, ce qui a été très bien dit au départ, de l'idée de la personne qui serait dans la précarité et qui aurait toute la journée pour elle, qu'est-ce qu'elle ne vient pas, et que donc le problème du temps, il est essentiel. Et on n'a pas tellement d'outils, ni de stratégie, ni de réflexion concernant comment arriver de façon ludique, sans stigmatiser les personnes, en respectant des identités, à trouver des aménagements du temps où peut-être des comportements traditionnels pourraient être perçus de façon moins négative et grâce à justement des valorisations symboliques du plat traditionnel correspondant à des préférences alimentaires. Enfin, après, on a toute une dynamique qui peut, là, je dis une sorte de congruence qui pourrait se faire autour de la temporalité. Et je pense que aider les gens à s'approprier le temps, ce qui a toujours été théoriquement le propre de l'alimentation, parce que c'était ça d'abord, on structurait la journée à partir de l'alimentation, maintenant on la structure à partir d'autres choses que l'alimentation. Donc est-ce qu'il n'y a pas des stratégies qui seront bien entendues et qui consistent à dire on ne va pas restructurer et surtout pas rentrer dans une querelle des gens entre femmes et hommes, etc. Parce que pour le coup, c'est encore Germaine qui va trinquer si c'est la structuration de la journée autour de l'alimentation. Donc on va pas aller dans cette logique-là, mais d'un temps qui soit un temps partagé d'un point de vue du genre, et des points de vue intergénérationnels, et qui fasse que, au lieu de donner des recettes et de dire c'est rouge, c'est blanc, c'est vert, etc., on dit aux gens, tiens, si tu fais une soupe aujourd'hui, ou si tu fais une potée aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est d'arriver à s'approprier le temps en disant, là, je vais faire ceci, à tel moment, ça peut rester de côté, ça. Il y a tout un apprentissage, tout un tas de choses que les gens ont perdu, savent faire, mais n'osent pas forcément réactiver. Et que ça, c'est des logiques qui me semblent importantes. Voilà, je vous donne la parole pour vous parler entre vous. Non, juste sur cette notion du temps, c'est vrai qu'il y a des initiatives, notamment quand on parle de précarité de ces familles monoparentales avec des femmes qui ont besoin d'avoir une formation professionnelle. Et au-delà du temps, elles n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants. Donc on n'est pas dans, ne serait-ce que le temps autour de l'alimentation, on est dans le temps en général, d'avoir du temps pour soi. Et il y a une initiative à Marseille qui est soutenue par la Banque Alimentaire, mais pas uniquement, hein, par une association qui s'appelle les Tables de Canard et qui fait de la formation pour les femmes pour devenir chef, pas cuisinière, hein, pas employée de cuisine, mais qu'elles puissent justement se réapproprier ce qu'elles connaissent. Et il y a la prise en charge de la garde des enfants. Et du coup, il y a moins de décrochage. Et ces femmes, elles viennent l'esprit libre, assister à leurs cours, à cette formation. Il y a une sortie qui est beaucoup plus intéressante pour elles parce que, justement, on a pris en charge les enfants et qu'elles n'ont pas à se soucier ou alors à se conformer à effectivement ce qu'on attend, c'est-à-dire tu ne vas pas à ta formation parce qu'il faut garder les enfants.
Et la notion du temps, pour moi, elle va au-delà évidemment de l'alimentation. C'est l'estime de soi aussi. C'est-à-dire que quand on n'a pas grand-chose, de se dire de prendre le temps, le regard de l'autre dit bah, avant tu prends du temps et t'as pas autre chose à faire, il faut que tu mettes ton énergie à faire autre chose. Alors que non, justement, de prendre le temps, de effectivement partager un repas ou un atelier cuisine, ça permet de passer aussi à autre chose et de mettre de l'énergie positive à autre chose. Alors moi je voulais juste vous préciser, on parle de famille, mais il faut penser qu'il y a des personnes vivant seules. Les personnes seules n'ont pas toujours l'envie de cuisiner. À force de ne plus cuisiner, de ne plus avoir de contact, elles s'isolent de plus en plus. Donc, elles ne trouvent plus l'idée, ne serait-ce que de sortir. Elles n'ont plus envie. Il n'y a plus d'envie. Il faut aussi penser aux personnes seules, aux personnes du 3e âge, qui bien souvent vivent seules dans des petits appartements et qui s'isolent complètement. Moi, j'aimerais vous poser les questions, enfin à chacun, sur est-ce que vous êtes interpellé sur les questions identitaires? Est-ce que ça fait crispation ou pas? Pas du tout. Parce que je l'ai évoqué très rapidement, mais dans les objets de crispation, enfin moi quand je mène des projets, même sur des montages de fêtes, enfin j'ai évoqué tout le fil conducteur, mais c'est un objet de tension même entre tous. Et qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le gérez? Nous, au contraire, enfin, là, je vais parler perso, mais moi, au contraire, ça me fait du bien. Parce qu'enfin, quelqu'un qui pense aux personnes qui sont de différentes origines, qui ont une différente alimentation. C'est vrai que dans les distributions alimentaires, c'est pas tout le temps pensé. Parce on mange, je suis sûr que même entre nous deux, on mange pas la même chose. Ou d'avoir les mêmes ingrédients, mais de ne pas les cuisiner pareil. Et ça, moi, je trouve que c'est très bien. Juste à titre d'exemple, par exemple, dans le projet que je mène autour de l'alimentation des adolescents, donc il y a le partage d'un repas, ce sont des enfants qui grandissent dans un quartier populaire. Majoritairement, leurs parents viennent d'ailleurs, et donc c'est des enfants qui mangent plus épicé. Enfin, ils mangent épicé. Et donc, on a monté ce projet parce qu'il n'y a pas de cantine dans l'établissement. Eh bien, le lieu où on fait les repas, il n'y a pas d'épices. Il n'y a pas d'épices et... Ni trop gras, ni trop... Ouais, non, mais il y a que du sel, un peu de poivre. Mais du coup, c'est les adultes qui gèrent et qui font la cuisine avec d'autres, et c'est des professionnels. Mais ils n'ont pas pensé à la diversité, à la question des épices. C'est-à-dire à ce que l'enfant puisse améliorer son plat. Et c'est le cas pour toutes les restaurations municipales. Donc c'est des enfants qui ne vont pas à la cantine, mais ils disaient à la cantine, c'est fade, enfin ils n'aiment pas parce que c'est trop éloigné. Alors moi je vais vous répondre également pour moi personnellement. On vit dans un quartier où il y a 86 nationalités. Ça représente 86 nationalités. On a un centre qui promulgue une fois par mois des repas différents. Donc c'est fait par des gens qui vivent la précarité ou pas la précarité et qu'il nous faut connaître leurs plats. Et on se retrouve à des grandes tablées en fait. Et je trouve que ça c'est très intéressant de partager. Partager sa nationalité, partager ses ethnies, partager son savoir. Ça, je pense que c'est... Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Toi, tu travailles pas, toi, tu es précaire, toi, tu n'es pas précaire. On est tous au même niveau, on est tous égaux. Et ça, c'est formidable, moi, je trouve. Parce que tout se joue autour d'une table. Si vous faites bien attention, il y a Noël, c'est autour d'une table. Pâques, c'est autour d'une table. Les anniversaires, c'est autour d'une table. La fête des mères, la fête des pères. C'est toujours autour d'une table que tout se joue. Donc l'alimentation. Peut-être un petit point pour
pour répondre à la fois à Mathieu et rebondir sur ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit tout à l'heure aussi sur le premier aspect qui est quelqu'un de précaire, il regarde que la quantité. Oui, mais vous venez de dire aussi très justement que quand il achète, il regarde que la quantité, mais quand il mange, il pense à plein d'autres choses. Et du coup, méthodologiquement, ce que je voulais, le témoignage que je voulais apporter sur le Burkina, c'est que quand on va voir les gens et qu'on leur demande ce qu'ils mangent, comment ça va, et l'alimentation, etc., c'est vrai que le premier réflexe, c'est non, ça va pas. On n'a pas les moyens et on n'achète pas ce qu'on veut et ça va pas. Et c'est quelque chose de la bibliographie que j'ai fait, que ce soit d'un point de vue de la recherche académique sur l'alimentation au Burkina Faso, qui est très très orientée sécurité alimentaire, nutrition, etc., ou même de la littérature grise des institutions. On aborde toujours avec les gens la question de l'alimentation comme la question de l'insécurité alimentaire, du manque et de la contrainte. Et moi, pendant mon terrain, j'ai pris le parti, même auprès des populations précaires et surtout auprès des populations précaires, de mettre de côté cette contrainte en l'ayant intégrée, en disant elle existe, certes il ne s'agit pas de la dénier, mais de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre, l'alimentation pour les gens. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça ne marche pas tout de suite, ça se passe sur le temps long, il faut revenir, il faut s'intégrer entre guillemets, il faut se faire accepter, mais petit à petit, voilà, cette posture de toute façon, j'ai pas les moyens, donc je peux pas prétendre à autre chose que ce que j'ai et j'aime que ce que je peux manger. Et ça se décontracte un petit peu, puis on arrive à avoir d'autres significations, à accéder à d'autres représentations de l'alimentation. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement plutôt de voir ces autres sources de signification comme des leviers à utiliser pour mettre en place des actions qui sont porteuses de sens pour les gens. Et c'est ça que je trouvais intéressant avec le cas du Babenda et de ce qu'il peut vouloir dire et de comment il est il est utilisé aujourd'hui par certaines associations de développement. Autre question de... Personne n'est frustré? Si, Catherine? Frustré. Non, j'avais commencé, personne n'est frustré. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, j'avais une question sur... on a parlé d'évaluation sans vraiment rentrer dans le sujet qui était une de nos préoccupations, c'est-à-dire on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'initiatives terrain. On a rencontré, nous, groupe Précarité au Fonds français, un problème de comment évaluer les différentes actions qui sont menées. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Denis, éventuellement vous, Corinne, parce que on parle du temps, mais aussi il faut du temps, c'est-à-dire un projet avant qu'il atterrisse, qu'il soit mis en application, ça prend du temps. Et comment on peut évaluer? Parce que l'idée, si vous voulez, qu'on a suivi quand même depuis 2015, c'est de dire comment peut-on trouver des initiatives locales, différents intérêts, s'adressant à différentes populations, et comment pouvoir les essaimer. Il ne s'agit pas de multiplier, de faire la même chose. Donc d'essayer d'essaimer et d'essaimer des projets ou des actions qui portent ses fruits, qui ont montré leur intérêt. J'en reparlerai tout à l'heure, mais et donc ce problème d'évaluation se pose. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut évaluer? Comment peut-on évaluer? Voilà, c'est un peu notre question générale. Je me lance alors. Ouais, okay. Donc, oui, en principe, l'évaluation se pense dès l'émergence d'un projet et elle se construit en définissant aussi des objectifs à différents niveaux, à des objectifs à très long terme qui sont plus de l'ordre de l'impact et qui vont être influencés par différents facteurs et le contexte de l'intervention. Puis il y a une évaluation des effets à plus court terme
et une évaluation du processus et de la mise en œuvre. Donc on peut axer sur les actions qu'on a mis effectivement en œuvre, ce qu'elles ont produit chez les participants ou chez les intervenants en matière voilà, d'augmentation des compétences, de développement du lien social et en fonction des objectifs déterminés au préalable, mais aussi en fonction de ce qu'on a pu observer auprès des personnes. Et donc, voilà, quand on soutient par exemple une action de plaidoyer à Culture et Santé qui est menée par des citoyens, on a toujours un objectif très opérationnel, très concret en termes de production. Voilà, par exemple, c'est l'idée de créer un outil de sensibilisation, par exemple. Donc ça, on peut évaluer ce que le résultat par rapport à cette action-là, et puis tout le processus qui nous a mené à ce résultat-là, avec une évaluation en termes d'augmentation de capacité de dire, de capacité de se relier à d'autres personnes. Et donc là, il y a ces deux volets-là. Et l'outil qu'on a développé, en tout cas sur les différentes dimensions de l'alimentation, permet aussi de cerner un peu qu'est-ce qu'on a fait évoluer en termes, par exemple, de lien social, qu'est-ce qu'on a fait évoluer en termes d'accessibilité à une offre alimentaire. Et donc, en essayant de faire une cartographie des différents éléments qui interviennent, on peut voir les évolutions qui ont été formalisées. Donc ça, c'est un peu quelques clés. Après, on a fait des documents, un document notamment qui s'appelle Focus Santé sur l'alimentation au cœur des actions de promotion de la santé. Et donc là, il y a aussi quelques questions évaluatives qui permettent un peu de guider cette évaluation-là. Oui, l'heure avance, tu vas bientôt conclure, mais je voudrais juste, puis ça répond un peu à ta question sur l'évaluation. Si j'ai bien entendu ce qui s'est dit déjà ce matin, je resterai uniquement sur ce qui s'est dit ce matin. Je pense qu'il y a quand même une évaluation, on peut avoir une évaluation, bon, là ça vient d'être fait concernant Denis, mais si on écoute ce qui a été dit pour les banques alimentaires, on voit bien. Alors après, ce sera la conclusion de ma conférence, mais je fais un tout petit détour. Dans les banques alimentaires, je retiendrai, au-delà de tout ce qui était la richesse des slides qu'on nous a donnés, je retiens que l'intérêt en termes d'évaluation, l'intérêt pour une alimentation plus, je dirais, végétale, en tout cas d'une diète plus végétalisée, qui a quand même des incidences sur la santé, il y a une évaluation qui se fait. C'est-à-dire qu'effectivement, en études comparatives, c'est-à-dire uniquement en études comparatives, les actions menées depuis les banques alimentaires, je ne dis pas forcément par, mais je dis depuis les banques alimentaires, les actions ont fait augmenter de plus de 10% de mémoire, je crois, de plus de 10% l'attitude favorable. Alors je viendrai après, l'attitude c'est déjà bien comme évaluation. On fait changer l'attitude favorable par rapport à une diète plus végétale, etc. Bon. Si j'ai bien entendu ce qui a été dit par les trois intervenants de la TD Carbone, on a effectivement une sorte de dynamique territoriale qui se développe. C'est une évaluation pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une commune, maintenant il y en a 3, on vend tel tonnage, c'est 4 ou 5, je sais pas, on fait des signes avec les doigts, 7, c'est extraordinaire. Ça veut dire que là, il y a l'évaluation. Je veux dire, on n'a pas besoin de dire 2000 ou 3000. Je veux dire que la synergie, elle est là. C'est positif. Je ne vois pas ce qu'on cherche de plus. Bon, si je prends, ça a été dit aussi en termes d'évaluation sur des projets particuliers, vous pouvez mesurer justement l'impact de tous les cahiers des charges, c'est ça que vous définissez. Si on prend Châteauroux, on s'aperçoit, bon, elle est modeste, mais il y a eu des bons résultats dans toutes les expériences qui ont été faites d'enfants qui mangent mieux, de populations qui modifient
doucement mais sûrement leur comportement alimentaire, diminuent leur consommation d'alcool. Pour certains qui n'étaient pas encore abstinents, deviennent abstinents, et c'est plutôt bien pour leur entourage. Dans l'occurrence, je ne veux pas dire que je prêche l'abstinence, hein, mais je veux dire que là, c'était presque nécessaire. Donc on a partout des choses. Bon, en Afrique, Raphaël n'a pas dit, mais dans sa thèse, on voit bien comment il y a un certain nombre de résultats aussi qui peuvent être obtenus. Voilà. Juste pour compléter ce que tu dis, Jean-Pierre, en termes d'évaluation sur un territoire et à partir d'une collectivité, c'est de vérifier que c'est vraiment intersectoriel. C'est-à-dire qu'on va amener des gens à penser alimentation et santé, alors qu'en premier mouvement, c'est pas ça qu'ils pensent. Parce que ce n'est pas leur préoccupation première, mais ils vont l'intégrer. Comme la question du boire dans l'alimentation. Ce n'était pas du tout intégré, ce n'était pas pensé. Et sur les questions identitaires, c'est parce que, pareil, ça chope sur les professionnels, hein, donc des professionnels d'action sociale, de pédagogie, enfin des enseignants, etc. L'évaluation, ça sera l'évolution de leur posture par rapport à ça. Enfin, et du coup, de ne pas être eux-mêmes discriminants ou excluants. Enfin, parce que c'est une réalité, les questions de racisme sont là. Enfin, je veux dire, les porteurs de projets ne sont pas en dehors de ce qui traverse notre société. Enfin, et des polémiques qui s'agitent, quoi. Voilà, donc je veux dire que les évaluations, enfin, je veux dire, on est assez optimiste. Bon, bien. Ça demande du temps, bien sûr, toujours. Il y a la temporalité. Alors, simplement pour donner une sorte de baromètre, parce qu'on ne peut rester que dans une logique de baromètre, finalement. Hein. Bon, je dirais que, bon, vous ne le savez pas, mais depuis un certain temps que je fréquentais, c'était encore le Fonds français à l'époque. J'ai l'Institut français pour la nutrition. C'était pas le Fonds, c'était l'IFN. C'était le contraire. Bon, j'avais commis un truc où je disais, les gens... et ça s'applique à la précarité et à l'alimentation, il faut savoir, il faut croire et il faut faire. Donc pour dire le baromètre, de tout ce qu'on entend et tout ce que je peux observer depuis de multiples positions, depuis une petite décennie ou une décennie que j'avais posé savoir, croire, faire, je dirais que savoir, les populations précaires savent de mieux en mieux. Ils savent des fois, et donc les représentations de « ils savent pas manger ça », ils savent autant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec l'injonction à « ils savent pas, on va leur apprendre ça ». Donc savoir, c'est plus un problème. Croire, c'est encore dans certaines trajectoires, disons, marquées par l'immigration, marquées par des habitudes alimentaires différentes, on ne croit pas forcément que tel aliment est meilleur que tel autre, etc. Donc là, après, mais il faut amener à croire en respectant, c'est bien ce qu'on retient de cette conférence, en respectant l'identité des personnes dont on voudrait, pour des raisons de santé, modifier le changement. Bon, il y a encore du travail à faire, mais ça a bougé, et tous les chiffres même le montrent. Là aussi, sur le croire, ça avance. Ça avance, à condition de ne pas arriver en chevalier blanc ayant la solution Nutri-Score, entre autres. Mais je m'en excuse. Écoutons les gens et soyons dans l'ascendant. Et troisième chose qui est faire. Et là, sur le faire, eh ben, effectivement, aujourd'hui, on a eu des modèles, enfin des modèles, des choses, j'allais dire des trucs, mais c'est pas péjoratif, du bricolage au sens de Lévi-Strauss, hein, des trucs qui sont hyper intéressants, qui sont faits, ça marche. Alors, est-ce que ça peut marcher ailleurs? Certains, sans doute, d'autres pas, parce que c'est pas les mêmes populations, parce que c'est pas les mêmes trucs. Mais si on ne fait pas preuve d'invention, de respect des personnes, si on n'écoute pas, etc., le faire, si on ne donne pas les moyens économiques, les moyens grâce à des actions sur le politique au sens large, ce que vous avez fort bien exprimé, si on ne fait pas ça, eh bien effectivement, le faire, on va créer une sorte de frustration, c'est-à-dire une bombe à retardement, parce que quand les gens sauront ce qu'ils savent déjà, quand ils croiront ce qui est en train de se faire, mais quand ils ne pourront pas faire, eh ben ça fera boum. Voilà. Merci. La conclusion. Il y a des mots aussi qu'il faudrait changer. Oui, pardon. Oui. Il y a surtout 2 mots qui me choquent depuis le début et je peux vous dire, je suis pas tout seul, on est au moins
ils sont au moins 500 derrière moi, c'est le fait d'accompagner et d'éduquer. Ah, usager, ça c'est bénéficiaire. Non, mais depuis tout à l'heure, j'enrage quand j'entends accompagnement et éducation. L'éducation, on en a. On n'a pas la même. C'est pas. Moi, je dis toujours, ça va être vulgaire, hein, je vous préviens. Mais je dis, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est con. L'éducation, on n'en a pas besoin. On a notre façon à nous de faire. Et en vous entendant, monsieur, merci. Mais on a nos façons de faire comme on peut, surtout. Donc, l'éducation, elle serait bien dans les deux sens aussi. On pourrait vous éduquer à nous et vous à nous. Et nous accompagner, ouais. Mais des fois, on aimerait mieux être accompagné par un père. Parce qu'on a plus d'accroche. Quand on va au Resto du Cœur, au CCAS, enfin peu importe où on va, on est toujours obligé de se justifier. Tout le temps. C'est continuel. Il faut sortir tel papier, tel papier. Et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui a une étiquette aussi, hein, faut pas croire, que ça soit Resto du Cœur, CCA, peu importe la personne, elle a cette étiquette-là. Et on est toujours en devoir de se justifier par cette personne-là. Donc il faudrait revoir ça aussi. Non, mais je comprends si vous avez un autre mot qui vous vient, et je comprends très bien que la difficulté que les gens rencontrent, que vous rencontrez quand il y a cette justification à faire. Moi, j'aime pas le mot de bénéficiaire, par exemple, parce que je trouve que les personnes ne bénéficient de rien. Je veux dire, quand on est précaire, voilà. Alors usager, je ne l'avais pas entendu. Je pensais que j'étais usager du métro, donc voilà, mais pas usager voilà. Mais pour autant, c'est vrai qu'on n'y met pas peut-être ce que vous y mettez. Il n'y a pas de jugement. Quand moi j'utilise le mot accompagner, c'est plutôt le fait de faire ensemble et de se dire, et dans ce que j'entends aussi ce matin, j'ai beaucoup aimé votre image du train, après je ne serai pas trop longue, mais je trouve qu'il y a beaucoup de rails quand même autour de ce rond qui se crée. Je trouve ça à la fois, ça donne du sens aussi à ce qu'on fait. Alors on a parfois des modèles et des projets associatifs qu'on a tendance à vouloir contredire ou mettre contre. Et je trouve ça dommage parce que ce que vous faites est formidable. Moi, je rebondirai sur ce que dit Catherine, c'est que parfois on confond aussi impact et innovation. Et moi, j'entends tous les jours, quand on présente des appels à projets, qu'on doit être innovant. On n'est pas là pour être innovant, on est là pour être pratique, on est là pour apporter aux gens, pour faire avec eux et pas pour faire de l'innovation. Donc l'impact, moi l'impact c'est d'entendre qu'on a vendu 1,4 tonne ou je ne sais pas combien. Moi c'est de me dire qu'effectivement on distribue et il y a 2 millions de personnes qui sont aujourd'hui soutenues, accompagnées, je n'ai pas le terme idéal, par les banques alimentaires et les associations partenaires. Après ça reste que des chiffres, donc voilà, il faut qu'on remette de l'humain dans tout ça. Et la notion d'indicateur, c'est compliqué. Moi je donne des indicateurs à l'État tous les ans. Qu'est-ce qu'on met derrière ces indicateurs? Est-ce que ça nous rend plus pertinent? Est-ce que ça nous rend plus humble? J'en suis pas sûre. Voilà. Moi, sur la question de l'éducation, parce que c'est au cœur de mes préoccupations, pour moi, elle a à voir avec la question de la transmission. J'entends éduquer, accompagner dans le sens de transmettre et des liens de solidarité entre les générations. Parce que je travaille aussi avec tous, quoi. Des enfants petits, grands. Et là, la question de l'éducation, se pose, de découverte, elle se pose et c'est pas du tout négatif. C'est important. Oui, non, mais nous, on entend beaucoup, on va vous éduquer sur la façon d'élever vos enfants. On va vous accompagner dans votre budget. On va vous accompagner dans telle chose. On va vous éduquer pour tel truc. Comme là, on nous dit, on va vous apprendre à cuisiner. J'ai pas besoin d'apprendre à cuisiner. Moi, je peux vous prendre, avec un petit budget, avec des produits de la banque alimentaire, je peux vous faire un repas de 50 personnes. Il n'y a pas de souci. On l'a prouvé. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait en plus. Donc, et c'est revenu, le repas de midi, plus tout ce qu'ils ont ramené, plus le 4 heures, plus le petit déjeuner du matin, à 2,60 € par personne pour la journée.
Je reviens sur mon idée fixe. L'éducation dans l'idée où elle doit être partagée. Elle n'incombe pas seule aux parents, à la mère, enfin, etc. Elle doit être partagée. Et donc, je prends ma part, le professeur prend sa part, l'animatrice prend sa part, ATD Carmonde prend sa part, que chacun prenne sa part. C'est ça que je veux dire, hein, par éduquer-moi. Oui, non, mais je comprends. Ce que je pourrais simplement ajouter par rapport à ça, c'est l'histoire des coformations, où il y a justement des gens, comme par exemple des patients ou des malades, etc., avec des professionnels de santé, des institutionnels qui se retrouvent, qui travaillent séparément d'abord, qui travaillent ensemble ensuite, qui confrontent les façons dont ils parlent des gens ou dont on parle d'eux. Et c'est extrêmement important, intéressant, et c'est parfois très décoiffant. Mais ça, c'est de l'éducation, justement, de la coéducation. Enfin, on s'éduque mutuellement, c'est une formation mutuellement.